Alors, j'ai que 15 minutes, si j'ai bien compris. Je vais quand même prendre juste le temps de répondre parce qu'on s'est fait quand même pas mal challenger IBM. Oui, on est ancien. Oui, on a le mainframe dans notre patrimoine. Mais on a plus de 100 ans et on a bien l'intention de continuer bien au-delà. Donc, on s'est rénové et on a fait des choses cool. On s'est mis au cloud et on s'est mis à l'open source. Donc, on ne fait pas que du propriétaire. Voilà, donc ça c'était pour répondre et puis pour introduire un petit peu le sujet parce que le serverless, et vous verrez que nulle part là j'ai écrit que c'était IBM et la technologie dont je vais parler, enfin ou plus exactement, oui si la technologie on peut dire ça, c'est OpenWhisk et dans OpenWhisk il y a Open et donc c'est une solution ouverte et on va voir que c'est un projet qui est dans la fondation Apache. Donc je vous parle pas d'un truc dinosaure. Propriétaire, etc., mais bien d'un truc récent. Alors, l'idée, elle est vraiment de vous parler de pourquoi aujourd'hui on a besoin de solutions serverless. On a bien entendu tout à l'heure que ça ne servait pas à tout, mais ça sert quand même à quelque chose et va s'avérer de plus en plus. Et donc, on va regarder qu'est-ce qu'on attend. Alors, c'est pour adresser des problématiques autour de tout ce qui va être orienté événement. On va regarder quels sont les besoins qu'on a pour ce type d'infrastructure et comment justement OpenWhisk adresse tout ça. Et puis derrière, moi ce que je vous expliquerai, c'est comment utiliser OpenWhisk sans avoir à investir dans quoi que ce soit. Vous avez l'accès d'une manière très simple. Bon, donc, dans le monde industriel d'aujourd'hui, vous avez tous remarqué, il y a plein de devices qui arrivent. Ça peut être votre téléphone portable, ça peut être votre monde connecté. Il paraît que même les compteurs électriques, maintenant, c'est connecté. Il y a beaucoup plus de choses qui sont connectées et qui vont envoyer des messages. Donc, ça peut être une sonde pour mesurer une jauge dans un équipement quelconque. Ça peut être votre frigo demain. Et donc, tout ça, ça va remonter des événements. Et puis ça va piloter des choses derrière qui peuvent être des serveurs, des robots. On peut imaginer toutes sortes de choses. Donc là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'imaginer que derrière l'application, et vous verrez que je vous laisserai le lien, j'aurai pas le temps de vous la montrer, une application qui a été développée en utilisant justement le serverless, qui va faire en sorte que c'est une application qui vous propose d'uploader en fait une vidéo. Une fois que la vidéo est uploadée, c'est d'aller faire une analyse, donc utiliser derrière les services de Watson, donc d'intelligence artificielle, qui vont aller regarder ce qu'il y a dans la vidéo. Ça peut être une vidéo de votre voyage, je ne sais pas où, à Paris par exemple, reconnaître la Tour Eiffel, un certain nombre de choses, reconnaître éventuellement des personnes. Donc il y en a une avec Obama par exemple, qui est capable de reconnaître qu'il y a Obama dans le lot. Et puis derrière d'aller faire du tag aussi et d'être capable de taguer ce qu'il y a dans la vidéo. Donc tout ça derrière, c'est quoi ? J'ai mon mobile ou mon web, mon navigateur, comme on a dit tout à l'heure, qui permet d'aller uploader cette vidéo. La vidéo, une fois qu'elle est stockée, qu'elle est dans la base de données, ça va aller déclencher un événement. J'ai rajouté une vidéo dans la base de données. Donc derrière, il va falloir faire quelque chose, un traitement, qui lui va faire appel à des ressources qui sont un petit peu lourdes normalement. Et donc qui va aller effectivement faire ce traitement derrière. Et puis, une fois que le traitement sera terminé, en fait, le système il va s'éteindre et puis il va attendre qu'il y ait à nouveau une nouvelle requête, une nouvelle vidéo qui arrive pour faire le traitement suivant. Donc voilà, donc c'est ça, et on va essayer de le garder en tâche de fond comme idée par rapport à ce que je vais raconter. Donc, mais c'est qu'un exemple parmi d'autres. Il y a plein de types d'objets connectés, donc j'en ai déjà cité quelques-uns, il y en a beaucoup d'autres, et derrière ça peut déclencher plein de choses. Ça pourrait piloter les feux, on peut imaginer toutes sortes de choses. Donc, si je veux avoir plein d'objets connectés dans mon exemple, mais ce n'est pas nécessairement que des objets connectés, j'ai dit que ça pouvait être aussi votre navigateur. Derrière, il va falloir plein de serveurs pour traiter tout ça. Bon, ok. Donc, je commence par un. Donc là, c'est un Bitcoin, mais bon, ça aurait pu être autre chose comme type de device qui va déclencher un système. Donc, tout va bien. Ah oui, mais j'ai besoin d'autres disponibilités, donc il m'en faut deux, parce que ça serait pas drôle si au moment où je me connecte, il y a un problème. Donc il me faut de la haute disponibilité. Mais si j'ai un autre device, il va me falloir un autre type de device. Donc ma voiture connectée, par exemple, là, pour pouvoir traiter tous les événements qu'elle va générer, il va falloir à nouveau rajouter 2 serveurs, puisqu'il m'en faut un pour le nouveau device. Et puis comme il me faut de la haute disponibilité pour ce nouveau device, il me faut encore 2 autres serveurs. Bon.
Donc, ah oui, mais on peut peut-être être intelligent, on peut peut-être utiliser le même serveur pour mes deux types de devices. Donc, bon, finalement, il ne m'en faut plus que deux. Donc déjà, c'est un bon début. Mais c'est que je vais avoir plein de devices différents. Puis, c'est pas une seule voiture qui va se connecter, c'est plein. C'est pas que un téléphone portable ou autre. Ça va être plein. Donc, il va falloir plein de serveurs. Et puis, il y en a de plus en plus. Et puis, de temps en temps, il y en a un peu moins. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais me retrouver avec trop de serveurs si j'en ai provisionné autant qu'il y a d'éléments. Donc, c'est pas très malin parce que j'ai plein de serveurs qui servent à rien. Ah oui, mais lesquels j'enlève finalement ? Parce que peut-être qu'il y a encore du chose qui tourne sur celui que je veux supprimer. Est-ce qu'il faut que je réfléchisse lequel je supprime et j'attends qu'il n'y ait plus de charge dessus pour l'enlever ? C'est pas simple non plus. Et puis pendant ce temps-là, il peut y avoir plein d'autres qui arrivent. Et puis finalement, il y en a plein d'autres qui arrivent ou qui disparaissent. Puis il y en a de moins en moins. Puis finalement, j'ai plein de serveurs. Et c'est pas très intelligent. Donc, dans ce qui a été dit précédemment, je pense que vous avez compris, le cloud, quand même, normalement, ce qu'on en attend, c'est que ce soit élastique. Là, ce n'est pas un exemple d'élasticité. Donc finalement, l'idée, ça serait quoi ? Ça serait de dire, pour chaque process, j'ai un container. Alors effectivement, j'en ai plus que tout à l'heure. Mais c'est peut-être directement proportionné au nombre de devices que j'ai. Et puis quand j'en ai moins, j'en enlève. Et puis voilà. Donc maintenant, la question qui est posée ici, c'est combien ça coûte. Et effectivement, si je paye que à l'usage, j'ai gagné. Alors j'ai bien entendu tout à l'heure, c'est peut-être un problème de penser que je sais pas à l'avance combien ça va me coûter. Enfin, si j'en provisionne beaucoup et que ça me coûte plus cher, c'est qu'a priori mon business marche bien. Donc je pense que ça sera pas un problème pour le financer. Et c'est toujours mieux pour tout le monde, y compris vous et surtout les développeurs qui veulent démarrer, de se dire qu'au début, quand on n'utilise rien, ça coûte rien. Et puis surtout quand on a une phase expérimentale où on peut rester dans le mode dit freemium et où ça coûte toujours rien jusqu'à ce qu'on utilise simplement une quantité raisonnable et que là, on pense en plus en mode industriel. Donc c'est vraiment l'idée derrière tout ça. Alors, donc le cas idéal, on l'a vu, c'est que le trafic, il varie en fonction du nombre de devices, effectivement. Donc finalement, si on regarde bien, l'idée, c'est qu'on va pouvoir invoquer et pouvoir avoir la scalabilité au fur et à mesure de la charge, et surtout qu'on puisse libérer les ressources une fois que c'est terminé. Ça ne sert à rien de garder des choses qui servent à rien. Qu'on soit payé, je viens de le dire, qu'on paye en fonction de l'usage qu'on en fait effectivement. Qu'il n'y ait rien qui se perde au passage, c'est quand même mieux. Les messages qui se perdent quand on parle de financier, par exemple, et de paiement, comme avec les bitcoins, il vaut mieux pas qu'ils se perdent des choses. Qu'on ait un équilibrage de charges intelligent et qu'on gère surtout de la haute disponibilité, puis que ce soit un système qui soit capable de prendre en compte les pannes et qui soit capable de se remettre après, qui reste en service finalement, quoi qu'il arrive, et même s'il y a des défauts, et on sait toujours qu'on n'est pas on sait qu'on n'est pas dans un monde parfait, qu'il y a toujours des problèmes. Mais l'important, c'est de savoir les surmonter. Ce qui est important aussi, je pense que tous les développeurs, vous y serez sensibles, c'est qu'on soit capable de supporter tout type de technologie. Si j'arrive avec une solution qui va vous permettre de mettre tout ça en place, mais que je vous dis, je vous impose le langage, puis pas de nouvelles... Dommage pour vous, c'est le C. Parce que je ne suis pas sûre que vous appreniez encore tous le C. Enfin, vous préférez sans doute le PHP, etc., ou le JavaScript. Ça serait mieux que ça puisse le supporter. Donc, on va essayer d'y faire attention. Qu'on puisse mettre en place tout ce qui tourne autour des microservices, qu'on puisse se dire qu'on va pouvoir aller écrire dans des data sources ou des bases de données différentes et qu'on puisse aussi lire de toutes ces bases de données. Tout ça, c'est important. Et puis, ce qui est surtout important, finalement, c'est que vous n'ayez pas, les développeurs, à vous préoccuper de l'infrastructure, tout ce qui vous intéresse. Et c'est notre préoccupation. Et du coup, c'est notre métier, je dirais presque que c'est notre devoir, c'est de faire en sorte que vous puissiez vous concentrer sur votre code et que vous n'ayez pas à vous préoccuper de toute la quincaillerie qui est derrière. Alors la solution, c'est quoi ? C'est donc OpenWhisk, mais ça, je ne l'avais pas caché depuis le départ. Donc Whisk, vous pourrez regarder ce que ça veut dire, c'est pouvoir démarrer. Il y a la notion de mobilité et de rapidité à la fois avec de l'agilité. Donc là, en fait, c'est une plateforme qui va vous permettre, qui est orientée événement. Donc il y a un événement, dans mon exemple, il y a une vidéo qui a été chargée et qui est stockée dans la base de données. Une fois qu'elle est chargée là, il va falloir en faire quelque chose. Donc il va falloir exécuter du code qui va répondre à cet événement.
Donc là, ce dépôt de base d'une vidéo à la base de données. Ce qu'il faut retenir, je l'ai bien redit, dans OpenWhisk, il y a Open, donc c'est de l'open source. Et en l'occurrence, et puis ceux qui sont de l'école 42 et qui étaient peut-être déjà là hier soir, il y avait donc un meet-up sur Bluemix. Et je sais qu'il y a un partenariat aussi entre l'école 42 et IBM. Et vous avez tous, alors ceux qui n'ont pas encore accès à un compte sur Bluemix, vous le demandez et on vous expliquera comment l'obtenir parce que vous pouvez tous en avoir. Et donc vous pourrez avoir OpenWhisk sur Bluemix et vous pourrez du coup accéder à tous les services que vous propose Bluemix. Et donc, comme dans l'exemple que j'ai cité, pouvoir par exemple mettre en place cette application qui va permettre d'aller analyser avec les services de Watson. Donc l'idée, elle est vraiment de se dire on va sortir du modèle traditionnel parce qu'effectivement aujourd'hui, si dans le modèle traditionnel, soit j'ai une requête qui arrive et c'est ce qui va générer mon événement et derrière j'ai une application qui tourne et elle tourne en permanence, ou bien je vais poller régulièrement pour voir s'il y a un message qui a été déposé dans une queue. Tout ça, ça va faire que je vais avoir des problèmes qui vont être liés à la scalabilité. C'est qu'est-ce qui se passe quand je sais que potentiellement je vais avoir plein de requêtes qui vont arriver, puisque là je dois prévoir à l'avance d'avoir suffisamment de puissance pour pouvoir traiter toutes les requêtes qui arrivent. Ou si je sais que je dois aller poller plein d'événements potentiels qui puissent arriver à avoir la puissance nécessaire pour les traiter. Là aussi, il va falloir que j'ai beaucoup de puissance, ce qui n'est pas très facile à gérer. Et puis, qu'est-ce qui se passe si je dois adresser tout ce qui est résilience, comment je me fais pour mettre tout ça en place et faire en sorte que mon application elle soit résiliente aussi. Donc, le modèle avec OpenWhisk, c'est de se dire je suis vraiment orienté événement. Donc, il y a un événement qui arrive, qui va être capté, ou qui va arriver sur ma plateforme, sur mon moteur OpenWhisk. Lui, il va savoir, il va aller voir, en fait, il a des règles, on va le voir juste après, et ces règles vont lui dire, pour tel type d'événement, c'est telle action qui doit être exécutée. Et donc, lui, il va recevoir un événement, il va avoir associé une action, il va simplement lancer l'action. Et pour ça, à chaque fois, on va retrouver la notion de container tout à l'heure. J'avais un container ou un process par device. Là, j'ai un événement qui va être arrivé. Je vais lui associer un container ou un process pour pouvoir faire en sorte que l'action soit effectivement exécutée. Donc, par nature, ça va être scalable, puisque à chaque fois qu'il va y avoir un nouvel événement, je vais lancer un nouvel process. Et puis, je n'ai pas à me préoccuper, et ça ne coûte pas plus cher de toute façon d'adresser tout ce qui va être aux disponibilités. Ça va être géré à ce niveau-là, et c'est vraiment à la marge par rapport à tout le reste. Donc concrètement, ici, alors quel type d'événement ça peut être? J'en ai cité un, c'était quelque chose qui arrivait dans une base de données. Ça peut être donc une lecture de création, ça pourrait être se dire j'ai eu un accès à une lecture ou une destruction dans la base de données, mais ça ne se limite pas que à ça, ça peut être beaucoup plus de choses. Ça peut être qu'il y ait quelque chose qui soit passé au niveau de mon GitHub, et en fait il y a toutes sortes d'actions aujourd'hui ou d'événements qui peuvent être détectés. Donc là on voit d'autres qui peuvent être des notifications qui sont arrivées et autres. Ça c'est des notifications qui sont arrivées. On peut imaginer toutes sortes de choses et il y en a de plus en plus. Et en fait, finalement, aujourd'hui, ce qu'on développe et ce qu'on voit arriver, c'est de plus en plus de solutions pour pouvoir capter tous ces événements effectivement. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre dans la panoplie, je dirais, de ce que c'est supporté OpenWhisk, et c'est en train de s'enrichir quotidiennement, je dirais presque. Et derrière, on va aller enclencher une action, et vous voyez ici apparaître que le code qui peut être exécuté peut être de n'importe quelle technologie, d'où la notion tout à l'heure de dire on ne va pas vous imposer de développer dans l'une plutôt que l'autre. Donc vous retrouvez ici du JavaScript, j'ai parlé de container et ça peut être Docker, et ça peut être aussi en langage Swift, donc ce qui est exécuté du côté serveur pour tout ce qui est application iOS. Alors, dans un mode plus traditionnel, si on reste toujours sur une application plutôt web, ça peut être tout simplement, ou en API REST, ça peut être tout simplement un événement, une connexion HTTP ou une requête HTTP qui arrive, qui va déclencher une action derrière, donc qui va être l'événement qui va lancer cette action. Donc là, l'idée, elle est vraiment... Donc il y a trois grandes
composants, on va dire, ou objets qu'on va manipuler avec OpenWhisk. Donc, on va avoir un trigger. C'est quelque chose qui va être lié à un événement. Donc, pour tout à l'heure, c'était mon écriture dans ma base de données. Après cet événement, on va aller le confronter à une liste de règles. Donc, les règles, elles vont être stockées quelque part au niveau de l'engine. Et à une règle, une fois qu'on va avoir trouvé un hit dans cette liste de règles, derrière, ça va enclencher une action ou des actions. Donc, un trigger, donc on a dit, alors c'est un événement, plus exactement une classe d'événements. Donc, il peut être très. On a vu Git, on a vu toutes sortes de choses. Donc, pour l'instant, c'est pas limité finalement. Derrière, on va avoir un code qui va répondre à cet événement. Donc, c'est l'action. Et en fait, une action, c'est plutôt un enchaînement de différentes actions. C'est pas simplement une action unique. On peut faire des agrégats d'actions. Donc ça, vous pourrez l'expérimenter. J'accélère un petit peu parce que j'ai déjà dépassé. Et donc, les règles, c'est l'association tout simplement entre un trigger et une action ou une classe d'action. Donc là, on a maintenant aussi la notion de package, c'est-à-dire que là, alors vous voyez réapparaître IBM parce que c'est ce que nous on propose, mais vous voyez qu'il y a aussi des choses qui sont au niveau de l'open source, et puis on a des tiers qui proposent d'autres choses. De toute façon, tout ça est standard, mais ce qui est proposé ici, les exemples qui sont donnés, c'est autour des technologies qui sont disponibles dans le cloud IBM. Donc typiquement, dans mon exemple de tout à l'heure, c'est une action qui arrive sur une base de données NoSQL Cloudant. Donc on a des actions qui sont relatives à la base de données et aussi des triggers au niveau de la base de données. Ce qui fait que c'est très facile finalement d'aller programmer quelque chose où on dit j'ai quelque chose une action qui arrive comme tout à l'heure un ajout dans la base de données Cloudant. Ça va être, je vais simplement dire telle base, s'il y a quelque chose qui est créé dedans, me déclencher un trigger. Ça se fait de manière déclarative. Vous n'avez rien à programmer. Et derrière, après, l'action, dans l'exemple, c'est d'aller lancer une action au niveau de Watson. Et donc, ça pourrait être faire de la traduction. Et là, c'était en l'occurrence dans mon exemple de l'analyse d'images. Mais ça peut être une action, ça peut être quelque chose dans Slack. Et on a vu qu'un trigger, ça peut être quelque chose aussi dans GitHub. Alors là, vous retrouvez du coup la description de ce que j'ai utilisé comme fil rouge pour vous expliquer ce que c'était que le serverless et tout ce qui est orienté événements, et donc OpenWhisk. Donc vous retrouverez ici le lien vers la vidéo pour aller voir effectivement ce que cette application, une vidéo de l'application, et dedans on retrouve aussi le lien vers l'application qui est en ligne et qui utilise cette technologie OpenWhisk. Donc là, du coup, c'est OpenWhisk qui est déployé sur Bluemix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que OpenWhisk, c'est un projet que vous pourrez retrouver dans GitHub. Vous pouvez vous l'installer en local aussi sur votre machine si vous voulez. Mais l'idée le plus simple, finalement, ça serait d'aller l'utiliser dans Bluemix parce que c'est déjà préinstallé pour vous et que vous n'avez pas à vous préoccuper de trouver les ressources physiques, on va dire, pour le mettre en place. Donc, si vous voulez le tester, c'est que là, vous retrouvez les liens ici, donc pour aller sur la plateforme OpenWhisk dans Bluemix, ou ici le lien vers le projet open source et les informations, vous les retrouverez. En l'occurrence, là, le lien c'est sur développeur.ibm.com, mais finalement, ça vous renverra sur le référentiel GitHub. Donc, si je fais la synthèse, là, l'idée, c'est vraiment de quelque chose d'avoir un déploiement sans serveur. Alors, la notion de sans serveur, on a bien compris que derrière, il y avait quand même quelque chose qui s'exécutait quand vous avez une action, effectivement, à lancer. Mais il n'y a rien de démarré à l'avance tant que vous n'avez pas d'activité. Et donc, on a vu tout ce qui est le modèle opérationnel. Là, ça vous permet d'avoir une utilisation optimale et de payer en fonction, effectivement, de l'usage. Il y a la scalabilité, elle est automatique et elle va être en fonction des requêtes qui vont arriver. Au niveau du modèle de programmation, c'est flexible. Vous faites comme vous voulez avec le langage que vous préférez. Donc, c'est polyglotte. Et surtout, c'est important, c'est ouvert. Il y a tout un écosystème autour. Et là, il y a quelques exemples de technologies qui sont sous-jacentes.
Donc on utilise par exemple pour tout ce qui est messaging, même en interne dans OpenWhisk, ce qui va être Kafka. Et là, si vous l'utilisez dans Bluemix, vous allez pouvoir du coup derrière déclencher des actions qui sont liées à des services de Bluemix, disponibles au travers de Bluemix, par exemple Watson, comme on l'a vu, ou les bases de données. Voilà, donc je vous ai mis des liens derrière. Comme vous aurez accès à la présentation, vous pourrez retrouver tous les liens, lire beaucoup plus de choses si vous voulez. Il y a des exemples, il y a des vidéos, il y a du code pour pouvoir le réutiliser, le mettre en musique tout de suite. Voilà.